Le palais idéal du facteur cheval. Tout a commencé par un simple caillou sur un chemin. 26 mètres de long, 12 de haut et pas un seul plan. 33 années de labeur, 10 000 journées, 93 000 heures de travail gravées de la main même de celui qui les a vécues. Une forêt de pierres où se dressent des géants de 3 mètres, des temples de l'Inde, des grottes et des palmiers de calcaire, le tout au fond d'un village de la Drôme que traversent chaque jour des voyageurs pressés. Et une signature taillée dans le mur, l'œuvre d'un seul homme. Comment un simple facteur, seul, sans le moindre plan, a-t-il bâti un palais qui a défié 40 ans de moqueries? Ce que l'on prend pour une curiosité de campagne cache une énigme bien plus profonde qu'il n'y paraît, car derrière ces façades foisonnantes se joue l'histoire d'un rêve tenu contre le monde entier. Pour la comprendre, il faut revenir à l'origine, sur un chemin de terre, un matin d'avril, à l'instant précis où tout a commencé. Un matin d'avril de l'année 1879, sur un sentier poussiéreux du sud de la Drôme, un homme d'une quarantaine d'années trébuche. Son pied a buté contre une pierre. Il baisse les yeux, s'apprête à poursuivre sa route. Il en a encore pour des heures de marche, puis se ravise. La pierre n'est pas comme les autres. Sa forme est étrange, tourmentée, sculptée par l'eau et le temps en un objet que l'on dirait presque façonné à dessein. L'homme la ramasse, la tourne entre ses doigts, la glisse dans sa poche et repart. Ce geste anodin, ce simple caillou ramassé au bord d'un chemin, vient de faire basculer une vie. Le lendemain, il reviendra au même endroit et il commencera à chercher d'autres pierres. Cet homme s'appelle Joseph Ferdinand Cheval. Il est facteur rural et rien, absolument rien dans son existence ne laissait présager qu'il consacrerait le tiers de sa vie à élever, seul, l'un des monuments les plus singuliers de France. Pour saisir l'ampleur de ce qui se joue ce matin-là, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel vit Ferdinand Cheval. Nous sommes dans la Drôme rurale de la fin du 19e siècle, une France de villages, de fermes basses et de chemins de terre. Autrive est une commune modeste, quelques centaines d'âmes blotties dans une vallée entre collines et champs. On y vit de la terre, au rythme des saisons. La renommée, l'art, les grands monuments appartiennent à un autre univers, celui des villes lointaines dont on ne connaît les splendeurs que par ouï-dire. Dans ce décor, un facteur n'est pas un artiste. C'est un rouage discret de l'administration, un homme qui marche, et Cheval marche. Il faut mesurer ce que cela signifie à cette époque. Chaque jour, il parcourt à pied sa tournée entre 30 et 40 kilomètres selon les sources, l'équivalent d'un semi-marathon, et parfois davantage, répété matin après matin, par tous les temps, sur des chemins où la boue succède à la poussière. Il porte les lettres, les nouvelles, les journaux d'un hameau à l'autre. Ses jambes connaissent chaque pierre du parcours, chaque ornière, chaque montée. C'est un travail solitaire, monotone, épuisant, qui laisse le corps occupé et l'esprit entièrement libre. Et c'est précisément dans ce vide des heures de marche que quelque chose, lentement, a commencé à germer. Car Ferdinand Cheval n'est pas venu au monde à Autrive. Il naît le 19 avril 1836 à Charmes-sur-l'Herbasse, un autre village de la Drôme, dans une famille de paysans. Son enfance est celle de milliers d'enfants de la campagne d'alors, modeste, laborieuse, sans horizon particulier. Adolescent, vers l'âge de 13 ans, il devient apprenti chez un boulanger. Ce détail qui semble insignifiant ne l'est pas. Pétrir la pâte, la modeler, sentir sous ses doigts une matière molle prendre forme et se solidifier, ce savoir-faire du corps, appris tout jeune, ressurgira des décennies plus tard lorsqu'il travaillera la chaux et le ciment comme d'autres travaillent la mie. À l'âge de 31 ans, en 1867, il réussit le concours de l'administration des postes et devient facteur. 2 ans plus tard, il obtient son affectation à Autrive, sur la tournée dite de Tersanne. C'est là, sur ce parcours qu'il arpentera pendant des années, que naît le rêve. Un rêve étrange, tenace, presque encombrant, qu'il gardera longtemps pour lui seul. En marchant, Cheval se met à imaginer un palais. Non pas une maison, non pas une ferme, un palais fabuleux, une construction comme il n'en existe nulle part, sortie tout entière de son imagination. Il y songe des années durant, sans oser en parler à quiconque, tant l'idée paraît insensée pour un homme de sa condition. Une question se pose alors, et elle est vertigineuse. D'où un paysan de la Drôme, qui n'a jamais vu de ses yeux ni temple hindou, ni mosquée, ni palais oriental, qui n'a reçu aucune éducation artistique, d'où tire-t-il les images de ce songe démesuré? Comment rêve-t-on d'une architecture que l'on n'a jamais contemplée?
La réponse tient dans une petite révolution de son temps, apparue en France quelques années plus tôt. En 1873, naît la carte postale illustrée. Pour la première fois, des images de monuments, de paysages, de contrées lointaines circulent en masse, à bas prix, jusque dans les campagnes les plus reculées. Le facteur, précisément, est celui qui les distribue. Cheval tient entre ses mains, jour après jour, des vues de cathédrales, de châteaux, de temples exotiques, de mosquées et de palais. À ces images s'ajoutent celles des magazines illustrés auxquels il est abonné, ces hebdomadaires populaires qui répandaient dans les campagnes des gravures de monuments et d'œuvres du monde entier. Le monde entier lui passe entre les doigts, réduit à de petits rectangles de carton et à des pages illustrées. Le vaste univers dont il ne verra jamais rien de ses propres yeux entre chez lui par la poste. Et dans son esprit d'homme qui marche seul pendant des heures, ces images se mêlent, se recomposent, s'assemblent en une architecture impossible. Le rêve n'est pas tombé du ciel. Il s'est construit, patiemment, à partir de ce que la modernité déposait chaque matin dans la sacoche du facteur. Reste que rêver n'est pas bâtir. Des milliers d'hommes ont caressé des chimères sans jamais poser la première pierre. Ce qui distingue Cheval, ce n'est pas d'avoir imaginé un palais, c'est de l'avoir commencé. Et le déclencheur, l'étincelle qui fait passer du songe à l'acte, c'est ce caillou du mois d'avril 1879. Il faut ici être précis, car c'est un point où la légende guette. L'épisode de la pierre n'est pas une invention postérieure, ni un joli conte forgé pour les visiteurs. Cheval l'a lui-même consigné, de sa main, dans un cahier rédigé en 1911 où il raconte son histoire. Il y écrit avoir buté sur une pierre dont la forme l'a saisi, être revenu la chercher, puis avoir décidé de rassembler ces matériaux que la nature semblait avoir sculptés pour lui. Le fait est documenté. Ce qui relève de l'interprétation, en revanche, c'est le caractère prétendument prédestiné de cette rencontre. Cheval, en homme qui donne un sens à sa vie, a fait de ce caillou le point de départ mythique de son œuvre. La pierre a réellement existé, on la montre encore aujourd'hui aux visiteurs. Mais son pouvoir de déclencheur du destin appartient au récit que Cheval a construit autour d'elle. Le fait et la légende se tiennent côte à côte, et il serait malhonnête de les confondre. Ce qui est certain, c'est ce qui se passe ensuite. À partir de ce printemps, Cheval ne cesse plus. Sur sa tournée, il repère les pierres, les ramasse, les examine. Les plus petites, il les glisse dans ses poches. Les plus grosses, il les met de côté, revient les chercher le soir avec un panier, puis bientôt avec une brouette. Le facteur devient collectionneur de cailloux. Il marche désormais avec deux missions, distribuer le courrier et rapporter la matière de son rêve. Le jour, il porte les lettres. Le soir, à la lueur d'une lampe à pétrole, il assemble. Ses journées, déjà écrasantes, s'allongent dans la nuit. Pendant que le village dort, un homme empile des pierres au fond de son jardin, guidé par une image que lui seul peut voir. Autour de lui, on ne comprend pas. Comment le pourrait-on? Les voisins voient un facteur qui remplit ses poches de cailloux, qui traîne une brouette chargée de pierres, qui bâtit on ne sait quoi la nuit venue. Le verdict tombe vite, cruel et simple. Le pauvre homme a perdu la raison. Pendant des années, Ferdinand Cheval portera ce surnom murmuré dans son dos, celui de « pauvre fou ». Il l'entend, il le sait, et il continue. Car dans sa tête, l'édifice existe déjà tout entier. Il ne lui reste qu'à le faire descendre dans le monde, pierre après pierre. Tout est là, dès ce premier matin. Un homme du peuple, sans instruction, sans plan, sans le moindre soutien, qui décide de donner corps à un rêve que personne ne partage. Le caillou ramassé sur le chemin n'a pas fait un palais, mais il a fait quelque chose de plus rare encore. Il a donné à un homme ordinaire la permission de commencer. 30 kilomètres, certains jours 40, à pied, chaque matin, quel que soit le ciel. Ramenés à l'échelle d'une vie, les chiffres donnent le vertige. Sur les décennies de sa carrière, Ferdinand Cheval a parcouru de quoi faire plusieurs fois le tour de la Terre, sans jamais quitter les collines de la Drôme. Un homme qui marche autant n'appartient plus tout à fait au monde des sédentaires. Son corps devient une horloge, sa tournée une liturgie. Et c'est ce mouvement perpétuel, cette usure quotidienne des jambes qui va nourrir l'œuvre la plus immobile qui soit. La tournée de Tersanne n'a rien d'une promenade. Elle serpente entre les hameaux dispersés autour de Haute-Rive, monte des côtes, redescend dans des vallons, traverse des chemins que la pluie transforme en fondrières et que l'été change en pistes de poussière.
Le facteur part avant que le village ne s'éveille et rentre quand le jour décline. Il n'a pas de monture, pas de voiture. Il a ses 2 jambes, un sac de cuir en bandoulière et la certitude qu'au bout du parcours, il faudra recommencer le lendemain. Ce métier, à cette époque, est l'un des plus physiques qui soit. Le facteur rural relie des familles isolées au reste du pays. Il apporte la lettre du fils parti à l'armée, l'acte du notaire, le journal qui raconte un monde que ses campagnes ne verront jamais. Or ce travail, aussi éreintant soit-il pour le corps, laisse l'esprit entièrement disponible. Là réside le paradoxe fécond de la vie de cheval. Pendant que ses pieds suivent un itinéraire qu'il connaît par cœur, sa pensée vagabonde sans entrave. Il n'a personne à qui parler durant des heures. Le silence des chemins devient un atelier intérieur. C'est en marchant, répétera-t-il plus tard, qu'il a bâti son palais 1000 fois dans sa tête avant d'en poser la première pierre. Chaque montée, chaque tournant du sentier accompagnait la lente élaboration d'une architecture rêvée. Le corps peinait, l'imagination, elle, construisait. Mais une imagination a besoin de matière. On ne rêve pas de temple que l'on n'a jamais vu. Et c'est ici qu'interviennent des objets minuscules, presque dérisoires, qui vont tout changer. De petits rectangles de carton illustrés et les pages gravées des journaux populaires. Il faut se souvenir que la France de ces années-là découvre un prodige de la communication moderne. Depuis 1873, la carte postale illustrée se répand dans tout le pays. Pour la première fois dans l'histoire, des images de monuments, de contrées lointaines, de merveilles architecturales voyagent en masse, à bas coût, jusqu'aux villages les plus reculés. Une pyramide d'Égypte, une mosquée d'Orient, un temple de l'Inde, un chalet des Alpes, un château médiéval. Tout cela tient désormais dans le creux de la main et circule par la poste. À ces cartes s'ajoutent les magazines illustrés, ces hebdomadaires populaires auxquels Cheval est abonné et qui déversent chaque semaine, jusque dans la Drôme, des gravures de monuments et d'œuvres des 5 continents. Et l'homme qui distribue ces images, celui par les mains de qui passe le monde entier réduit en vignettes, c'est le facteur. Cheval est aux premières loges de cette révolution visuelle. Jour après jour, il transporte dans sa sacoche les splendeurs de la planète. Il voit défiler des architectures qu'aucun paysan de la Drôme n'aura jamais l'occasion de contempler en vrai. Ces images s'impriment en lui, se mélangent, se recomposent. Dans son esprit d'homme solitaire, une mosquée se marie à un temple hindou, une grotte se greffe sur un chalet suisse, une pyramide voisine avec un château fort. Le palais qu'il rêve n'est pas la copie d'un édifice existant, c'est une synthèse de tout, un condensé du monde tel qu'un facteur pouvait le connaître à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire par procuration, à travers le papier. Le vaste univers entrait chez lui par le courrier des autres. Là se dénoue l'apparente énigme de son inspiration. Il n'y a rien de mystérieux, rien de surnaturel, dans le fait qu'un homme sans culture savante ait imaginé des temples d'Orient. Il les avait sous les yeux, chaque matin. La modernité, la poste, l'imprimerie, la carte illustrée, la presse populaire avaient déposé le monde à sa porte. Ce que Cheval a de rare, ce n'est pas d'avoir eu accès à ces images. Des milliers de facteurs les manipulaient comme lui. C'est d'en avoir fait autre chose que du courrier. C'est d'avoir regardé ces vignettes non comme un employé des postes, mais comme un bâtisseur en puissance. Revenons maintenant aux gestes concrets, à ce qui transforme la rêverie en chantier. Sur sa tournée, Cheval a pris une habitude qui intrigue puis inquiète son entourage. Il ramasse des pierres, pas n'importe lesquelles. Il cherche celles que l'eau et le temps ont sculptées en formes étranges. Ces galets tourmentés, ces blocs de tuf poreux, ces concrétions bizarres que la nature de la Drôme dépose au bord des ruisseaux et des chemins. Les petites, il les fait disparaître dans ses poches, qui se déforment sous le poids. Les plus lourdes, il ne peut les emporter d'un coup. Il les met de côté, les cache, et revient les chercher après sa tournée, quand la nuit tombe. C'est alors qu'entre en scène un personnage silencieux, un objet que Cheval lui-même finira par considérer avec une tendresse presque humaine, la brouette. Sans elle, rien n'eût été possible. Les poches et le panier suffisaient pour quelques cailloux. Il fallait un véhicule pour transporter des masses de pierres, soir après soir, du bord des chemins jusqu'au fond du jardin. La brouette devient l'instrument indispensable, la compagne des tâches ingrates, celle qui partage l'effort obscur des allers-retours nocturnes. Cheval lui vouera une reconnaissance qu'il exprimera plus tard en la nommant sa fidèle compagne, celle qui l'a suivi dans la peine.
Cet outil rustique, ce comble de la banalité paysanne, est en réalité l'un des rouages essentiels de toute l'entreprise. Sans cette humble brouette poussée à la nuit tombée, le palais des rêves serait resté un rêve. Le rythme de vie qui s'installe alors défie l'entendement. Cheval accomplit d'abord sa journée complète de facteur, ce semi-marathon quotidien qui suffirait à épuiser n'importe qui. Puis, au lieu de se reposer, il entame une seconde journée. Il retourne chercher ses pierres, il les charrie, il les trie, il commence à les assembler. La lampe à pétrole éclaire un travail que personne ne lui a commandé, dont personne ne veut, et dont lui seul comprend le but. Il ne dispose d'aucun temps libre au sens où nous l'entendons. Il a transformé son repos en second labeur. Le corps qui a marché tout le jour s'active encore la nuit à soulever, à porter, à modeler. Une telle discipline, maintenue non pas sur des semaines, mais sur des décennies, dépasse la simple obstination. Elle relève d'une nécessité intérieure que Cheval ressent comme plus impérieuse que la fatigue, que le regard des autres, que le bon sens même. Ce qui pousse cet homme à ne jamais s'arrêter n'est pas l'espoir d'une récompense, ni la commande d'un mécène, ni le désir de gloire immédiate. De gloire, il ne récoltera longtemps que des moqueries. C'est quelque chose de plus profond, le besoin de faire exister au dehors l'image qu'il habite. Tant que le palais demeure dans sa tête, il le tourmente. Chaque pierre posée est une fraction du rêve arraché à l'imaginaire pour être fixé dans le réel. Et le décor de cet effort ajoute au contraste. Autour du jardin où s'amoncellent les premières pierres, la vie de Haute-Rive suit son cours ordinaire. Les poules picorent dans les cours, les basses maisons alignent leurs potagers, les chiens sommeillent à l'ombre des murs. Rien dans ce village ne réclame la grandeur. On y travaille la terre, on y compte les récoltes, on s'y couche tôt. Et au milieu de cette normalité paysanne, un homme s'obstine chaque nuit à empiler des cailloux venus des 4 chemins de sa tournée, guidé par des images de temples qu'il n'a vues que sur du carton et du papier. L'écart entre la banalité du lieu et l'ambition du projet est saisissant. Le monde entier, ramassé pierre à pierre au bord des sentiers de la Drôme, commence lentement à prendre forme derrière les clôtures d'un jardin de facteurs. La nuit est tombée sur Haute-Rive. Dans un jardin, à la lueur tremblante d'une lampe à pétrole, une silhouette se penche sur un amas de pierres. L'homme prend un galet, l'approche de la flamme, l'examine, le repose. Il en saisit un autre, l'essaie contre le premier, cherche l'angle, le calage, la manière dont les formes s'emboîtent. Ses mains, blanchies par la chaux, travaillent une matière que personne ne lui a appris à travailler. Il n'a devant lui aucun plan, aucune épure, aucun croquis tracé sur le papier. Il n'a que l'image qu'il porte en tête et ses pierres ramassées sur les chemins. Et pourtant, contre toute logique, une forme commence à monter du sol. C'est ainsi, dans l'obscurité et le silence, que naît le premier morceau du palais. Les travaux débutent sur la face orientale, celle qui reçoit le soleil du matin. Cheval y élève ce qu'il nommera la source de vie, un ensemble de bassins et de cascades ponctués de figures d'animaux. Un lion, un chien de garde surgissent bientôt de la maçonnerie. Puis, dans les années qui suivent, un second ensemble s'ajoute, la source de la sagesse, prolongeant l'élan du premier. Ces cascades pétrifiées, ces vasques immobiles, sont le point de départ de tout l'édifice. Elles disent d'emblée le programme secret de Cheval. Faire jaillir de la pierre une nature entière, luxuriante et figée, comme si l'eau, la faune et la végétation s'étaient soudain minéralisées. Une chose frappe aussitôt celui qui observe cette croissance. L'édifice ne s'élève pas comme un bâtiment ordinaire. Il pousse, il s'accroît par le bord, se ramifie, gagne du terrain de proche en proche, à la manière d'une plante ou d'une concrétion. Là où l'architecte trace d'abord un plan, puis bâtit selon ce plan, Cheval fait l'inverse. Il assemble, et la forme se découvre en même temps qu'elle se construit. Chaque pierre trouvée sur la tournée du jour appelle sa place, suggère la suivante, oriente la suite du travail. L'œuvre se dessine à mesure qu'elle se fait. Cette méthode explique la silhouette si particulière du palais, cette composition asymétrique, stratifiée, où rien ne répond exactement à rien, où chaque façade semble obéir à une logique propre. Ce n'est pas un défaut de conception, c'est la conséquence directe d'une manière de bâtir sans plan, au fil des trouvailles. Et voici que se pose l'énigme technique, celle qui aurait dû condamner l'entreprise dès ses débuts. Comment un homme seul, sans formation, peut-il élever une structure de plusieurs mètres, chargée d'ornements et de surplomb, sans que tout s'effondre ?
La construction n'est pas un art d'amateur. Un mur mal monté se fend, une voûte mal calculée cède, une saillie trop lourde arrache le tout. Des générations de maçons ont appris leur métier auprès de maîtres, transmettant des règles éprouvées. Cheval, lui, n'a rien reçu de tel. Il avance dans l'inconnu, à tâtons, avec pour seul guide son bon sens et l'expérience accumulée nuit après nuit. Le risque de la ruine plane sur chaque étage nouveau. La réponse tient d'abord dans la matière elle-même et dans la façon dont il l'emploie. Cheval construit à partir de galets de rivière, de blocs de grès, de tufs poreux, cette pierre légère et alvéolée qui abonde dans la région et se prête au modelage. Il lie le tout avec de la chaux, du ciment et du mortier, empilant les masses les unes sur les autres selon une logique intuitive de charge et d'appui. Les parties basses, épaisses et pleines supportent l'ensemble. Les éléments décoratifs, plus légers, se greffent au-dessus. Là où le doute pourrait s'installer, la prudence du bâtisseur l'emporte. Cheval ne construit jamais plus haut que ce que sa base peut porter. Il progresse lentement, laisse prendre les liants, éprouve la solidité avant de poursuivre. La lenteur même de l'ouvrage, ces décennies de labeur, est aussi ce qui le rend possible. Rien n'est bâti dans la précipitation. Tout a le temps de sécher, de durcir, de s'ancrer. Reste que la matière et la patience, à elles seules, n'auraient pas suffi. Là intervient l'ancien apprenti boulanger. Ce savoir-faire du corps acquis dans l'adolescence, ce geste de pétrir et de modeler une pâte molle qui prend forme sous les doigts. Cheval le transpose intégralement au mortier. Il ne pose pas seulement des pierres. Il façonne la chaux comme on façonne la pâte, la lisse, l'étire, la creuse pour y loger une coquille, un motif, une inscription. Le mortier devient sous ses mains une matière vivante, docile, qu'il travaille au toucher. Ce que d'autres feraient à la truelle, avec la raideur de l'outil, lui le fait à la main, avec la souplesse d'un homme qui a longtemps modelé du pain. C'est cette familiarité charnelle avec la matière molle qui donne au palais son aspect fluide, coulé, comme si les pierres et le ciment avaient été pétris ensemble avant de durcir. Il faut se tenir au pied de la face orientale, un matin, pour comprendre ce que produit cette méthode. Le soleil rasant accroche les centaines de reliefs, et les ombres portées font surgir de la paroi tout un peuple de formes. Des feuilles, des animaux, des reliefs indistincts sortent de la masse, sculptés par la lumière autant que par la main. Au pied de la source de vie, la pierre est humide, fraîche au toucher. Il flotte une odeur de galets mouillés et de mousse, l'odeur de l'eau ancienne prise dans le calcaire. La paroi semble suinter, comme une roche vivante. On dirait moins un mur qu'une falaise habitée, un rocher que quelqu'un aurait patiemment peuplé de créatures. Cette croissance organique, cette absence de plan, explique aussi une évidence que le visiteur découvre parfois avec surprise et qui heurte l'idée qu'on se fait d'un palais. Ce que Cheval bâtit ne ressemble en rien à une demeure. Il n'élève pas des salles où l'on habiterait, des chambres, des escaliers menant à des appartements. Ce qui monte de son jardin est autre chose, une masse compacte, une sculpture à l'échelle d'un édifice, pleine de niches, de grottes et de reliefs, mais dépourvue de la fonction première d'un bâtiment qui est d'abriter une vie. Cheval, du reste, n'a jamais eu l'intention d'y loger. Il possède une maison ordinaire où il vit comme n'importe quel villageois. Le palais n'est pas destiné à être habité par des hommes. Il est destiné à être regardé. Là se tient l'une des clés de toute l'entreprise, et elle défait d'avance bien des attentes. On imagine un palais avec des enfilades de pièces, des lieux de réception, une intériorité domestique. Or, Cheval ne construit pas un logis, il construit une image devenue matière. Chaque grotte figure un sanctuaire, chaque niche évoque un paysage ou un temple du monde. L'édifice tout entier fonctionne comme un tableau en 3 dimensions, une rêverie solidifiée où l'homme se promène au lieu de la contempler à plat. La fonction n'est pas d'habiter, elle est de donner corps à un songe. Ce n'est pas une architecture de la vie quotidienne, c'est une architecture de l'imaginaire. Et cette nature profonde, cette vocation de sculpture habitable plutôt que de maison, était inscrite dès la première cascade, dès la source de vie qui, au lieu de faire couler de l'eau, faisait jaillir de la pierre un monde entier. Ainsi, nuit après nuit, à la lampe à pétrole, un homme sans plan et sans maître voit monter de son jardin une forme que nul n'avait prévue, pas même tout à fait lui.
Les fondations d'un rêve prennent racine dans le sol de la Drôme, et la face du Levant, la première achevée, se couvre déjà de ce foisonnement minéral qui ne cessera plus de croître. Plus d'un siècle. Voilà le temps qu'a tenu, debout et intact, un édifice bâti par un homme seul, sans architecte, sans ingénieur, sans le moindre calcul de résistance. Autour de lui, des constructions élevées par des professionnels, dans les règles de l'art, ont vieilli, se sont fissurées, ont parfois dû être abattues. Lui tient bon. Les intempéries de la Drôme, les gels de l'hiver, les chaleurs de l'été, le poids des décennies, rien n'a eu raison de cette masse de galets et de chaux montée dans un jardin de village. Et c'est là que se niche l'une des énigmes les plus intrigantes de toute l'histoire du palais. Car à l'époque où Cheval bâtit, la technique qui aurait dû rendre une telle longévité possible n'existait pour ainsi dire pas encore. Pour mesurer ce paradoxe, il faut comprendre ce qu'est la construction en pierre à la fin du XIXe siècle. La maçonnerie traditionnelle obéit à une loi implacable. La pierre résiste admirablement à la compression, c'est-à-dire au poids qui l'écrase de haut en bas. Mais elle est presque impuissante face à la traction, à tout ce qui tire, étire ou fléchit. Un linteau de pierre posé au-dessus d'une ouverture, une saillie qui avance dans le vide, une console qui porte à faux, autant de points faibles où la pierre, sollicitée en tension, se fend et cède. Les bâtisseurs anciens contournaient cette faiblesse par des arcs, des voûtes, des contreforts, tout un art savant de la répartition des forces, transmis de maître à apprenti pendant des siècles. Or, le palais de Cheval est un défi permanent à cette loi. Il est couvert de surplombs, de balcons, de figures en saillie, de galeries suspendues, de terrasses qui portent dans le vide. La galerie intérieure, longue d'une vingtaine de mètres, se couvre d'une terrasse qui la surmonte sur près de 23 mètres. Des géants de 3 mètres se dressent en encorbellement. Partout, la matière avance, déborde, se projette hors de l'aplomb des murs. Selon la logique de la maçonnerie ordinaire, tout cela aurait dû, tôt ou tard, se disloquer. Le fait que l'ensemble tienne, et qu'il tienne depuis plus de 100 ans, ne relève pourtant d'aucun prodige. Il tient parce que Cheval a fait, à sa manière, ce que personne autour de lui ne faisait encore. Le secret est invisible. Il ne se voit sur aucune façade, ne s'affiche dans aucun relief. Il est enfoui dans la masse, noyé dans la chaux et le ciment. À l'intérieur de sa maçonnerie, Cheval a inséré des tiges de métal, des barres, des fers, dissimulés au cœur des parois et des éléments porteurs, enrobés de mortier. Ces armatures métalliques, prises dans la matière minérale, travaillent exactement là où la pierre est faible. Elles reprennent les efforts de traction, retiennent ce qui tendrait à s'écarter, ligaturent la masse de l'intérieur. Le métal encaisse ce que la pierre ne peut supporter. C'est cette ossature cachée qui empêche les surplombs de rompre, qui maintient la cohésion de l'ensemble, qui donne à cette architecture de rêve la solidité d'une construction pensée. Ce que Cheval réalise là, sans le savoir, sans le nommer, porte aujourd'hui un nom précis et désigne l'un des principes fondateurs du bâtiment moderne, l'association du métal et du liant minéral, l'ancêtre direct du béton armé. Le principe consiste précisément à combiner deux matériaux complémentaires, l'un résistant à la compression, l'autre à la traction, pour obtenir une structure capable de tout supporter. Cette technique, au moment où le facteur empile ses pierres, n'est pas encore répandue. Elle balbutie dans quelques laboratoires et sur quelques chantiers d'avant-garde, mais elle n'a rien d'un savoir courant, encore moins d'un savoir accessible à un paysan de la Drôme. Cheval l'a deviné, il l'a mise en œuvre par intuition, guidé par la seule observation de ce qui tenait et de ce qui menaçait de tomber. C'est ici qu'il faut poser une limite claire, car le vertige de ce constat pourrait entraîner vers l'exagération. Cette anticipation n'a rien de surnaturel. Elle n'est pas le signe d'un génie prophétique tombé du ciel, ni d'un savoir mystérieux qu'un homme simple n'aurait pu posséder. C'est une déduction de praticien. Un homme qui manie la matière pendant des décennies, qui voit chaque soir ce qui résiste et ce qui se fissure, finit par comprendre, empiriquement, qu'un fer noyé dans la masse retient l'ensemble. Il n'a pas lu de traité d'ingénierie. Il a appris avec ses mains. L'intelligence de Cheval n'est pas celle du savant. C'est celle de l'artisan qui tire de l'expérience une règle que la science formulera par ailleurs. Les responsables du palais eux-mêmes confirment aujourd'hui la présence de cette armature dissimulée et son rôle décisif dans la tenue de l'édifice. Le fait est établi, documenté, vérifiable. Le mérite n'en est que plus grand.
Il revient tout entier à la sagacité d'un homme, non à un miracle. De nouveau, l'ancien pétrisseur de pâtes réapparaît dans ce geste. Enrober un fer de mortier, l'envelopper de chaud comme on enrobe une garniture dans une croûte, exige ce sens de la matière molle que Cheval possède depuis l'adolescence. Il sait d'instinct combien de liants il faut pour que le métal adhère, se lie, ne reste pas prisonnier d'une poche d'air qui le ferait rouiller et éclater. Le savoir du boulanger, encore lui, se prolonge dans le savoir du bâtisseur. La main qui a modelé le pain modèle désormais l'ossature secrète d'un palais. Il faut pénétrer dans la galerie intérieure pour éprouver physiquement ce que cette maîtrise cachée rend possible. Là, sous une voûte que rien ne devrait tenir, l'air se fait plus frais et plus dense qu'au dehors. Les pas résonnent contre les parois d'un long couloir couvert où un véritable bestiaire de pierre affleure des murs, silhouette d'animaux à demi sortis de la masse. La lumière y baisse, l'écho s'y prolonge, le froid du minéral saisit la peau. Au-dessus de cette galerie repose tout le poids de la terrasse, et pourtant la voûte ne bouge pas, ne se fend pas, ne fléchit pas. Le visiteur marche sous des tonnes de pierres soutenues par un squelette qu'il ne voit pas, dont il ne soupçonne même pas l'existence. Ce que ressent le corps, cette solidité paisible, cette permanence, est l'œuvre invisible des fers noyés dans la chaux. Ainsi se dénoue l'énigme de la longévité. Le palais ne tient pas par chance, ni par la grâce d'une force inexplicable. Il tient parce qu'un facteur, à force de bâtir, a compris avant presque tout le monde comment marier le métal et la pierre. Ce que les manuels enseigneront plus tard, il l'a exécuté à la lueur d'une lampe, sans le formuler, sans en revendiquer la découverte. L'homme que ses voisins prenaient pour un simple d'esprit avait, enfoui dans ses murs, une intelligence de la matière que bien des constructeurs patentés de son temps ne possédaient pas. Le secret du palais n'est pas dans ses façades foisonnantes, offertes à tous les regards. Il est dans ce que nul ne voit, dans l'ombre de la chaux, là où dort l'ossature de fer qui, depuis plus d'un siècle, tient debout un rêve. Un temple égyptien voisine avec un sanctuaire hindou. Une mosquée jouxte un chalet des Alpes. Un château médiéval côtoie une évocation de la Maison Blanche, et non loin se dressent des grottes chrétiennes vouées à la Vierge. Sur une seule et même façade, des architectures que des milliers de kilomètres et des siècles d'histoire séparent se retrouvent assemblées, imbriquées, fondues les unes dans les autres. Nulle part au monde un tel édifice n'existe. Aucun pays ne l'a produit, aucune époque ne le revendique, aucun style ne le contient. Ce temple-là n'appartient qu'à un seul homme, et il ne se dresse qu'en un seul endroit, au fond d'un jardin de la Drôme. Entre les années 1884 et 1891, Cheval élève le cœur de son œuvre, un ensemble symétrique à 4 colonnes qu'il conçoit d'abord comme un monument d'inspiration égyptienne et qu'il finira par nommer le Temple de la Nature. C'est la pièce maîtresse, l'axe autour duquel tout s'ordonne. Puis, entre 1891 et 1895, il s'attaque à la face méridionale et y déploie un temple hindou, foisonnant d'une flore et d'une faune exotiques. Deux mondes que tout oppose, l'Égypte des pharaons et l'Inde des divinités, cohabitent désormais sur les parois d'un même palais, sans heurts, comme s'ils avaient toujours été faits pour se rejoindre. Cette rencontre impossible soulève une interrogation qui dépasse la simple curiosité. Pourquoi un homme rassemblerait-il en un seul lieu tous les temples de la terre ? Quel dessein pousse à réunir des sanctuaires que leur peuple n'aurait jamais songé à marier, à faire tenir sur 26 mètres de façade la totalité des architectures sacrées du monde connu? Il y a dans cette accumulation quelque chose qui déborde le simple goût de l'exotisme. Cheval ne juxtapose pas des curiosités pour épater. Il compose une somme, une sorte d'encyclopédie de pierre où chaque civilisation trouve sa niche. Le palais tout entier ressemble à un inventaire du monde, dressé par un homme qui n'a jamais quitté sa vallée que dans sa jeunesse. La réponse, une fois encore, tient dans la manière dont ce monde lui est parvenu. Cheval n'a vu ni l'Égypte, ni l'Inde, ni l'Orient. Il n'a connu ces architectures que par l'image, réduite au format de vignettes, dépouillées de leur échelle réelle, de leur contexte, de leur géographie. Sur le papier, un temple hindou et une mosquée ont la même taille, celle de la carte qui les porte. Ils deviennent des motifs équivalents, interchangeables, que rien n'empêche de rapprocher. Là où un voyageur aurait perçu des univers séparés par des mers et des croyances, Cheval, lui, a reçu un monde déjà mis à plat,
déjà réduit à une collection d'images comparables. Il l'a reconstitué tel qu'il lui était parvenu, comme un assemblage. Le palais n'est pas la copie d'un lieu, c'est la restitution fidèle d'une vision du monde par procuration, celle d'un homme à qui la terre entière était arrivée en petits rectangles de carton et en pages illustrées. Cette logique éclaire aussi la nature profonde de l'édifice. Ces temples ne sont pas des temples. Ces sanctuaires n'abritent aucun culte. Ces grottes ne gardent aucune relique. Ces mosquées n'appellent à aucune prière. Ce sont des évocations, des citations de pierre, des images d'architecture plutôt que de l'architecture au sens fonctionnel. Le temple de la nature ne sert pas à célébrer un office. Il donne forme, à la mesure d'un homme, à l'idée que cheval se fait du sacré universel. Chaque référence est une vignette agrandie, passée du carton à la pierre, dressée dans l'espace sans rien perdre de son statut d'image. Le palais est une galerie de représentation, un musée que l'on habiterait du regard, où l'on circule parmi les temples du monde comme on feuilletterait un album. Et sur ces représentations, partout, court l'écriture. Le palais n'est pas seulement sculpté, il est écrit. Plus de 150 inscriptions, devises, sentences et poèmes de la main même de cheval couvrent les parois. Il grave ses pensées dans le ciment, dédie ses efforts, commande son œuvre, s'adresse à ceux qui viendront. Les chiffres de son labeur, les 10 000 geôniers, les 93 000 heures, figurent gravées dans la matière, comme un homme qui tiendrait la comptabilité de sa vie à même les murs. L'édifice parle, se raconte, s'explique. Il est à la fois le monument et son propre récit, la construction et le journal de sa construction, indissociablement mêlés. Il faut passer les doigts sur ces lettres pour en sentir la présence physique. La pierre est rugueuse, le ciment porte encore la trace du geste qu'il a incisé. Par endroits, une coquille affleure sous la paume, incrustée dans la masse, fraîche et coupante. Lire le palais, ce n'est pas seulement déchiffrer des mots, c'est toucher l'effort d'un homme, éprouver du bout des doigts le grain d'une matière que d'autres mains ont patiemment modelée. Les inscriptions ne sont pas de simples ornements, elles sont la voix de cheval, gravée pour durer plus longtemps que lui. Parmi toutes ces inscriptions, une signature s'impose, discrète et magistrale à la fois. Le long des colonnes de la galerie, Cheval a disposé des lettres qui, lues ensemble, composent son propre nom. 6 caractères, dressés dans la pierre, épellent l'identité du bâtisseur au cœur même de son œuvre. Ce geste dépasse la simple fierté d'artisan. Un homme du peuple, un paysan devenu facteur, que ses voisins tenaient pour un pauvre insensé, inscrit son nom dans l'architecture avec l'assurance des grands maîtres qui signaient leur cathédrale. Il ne se contente pas de bâtir, il revendique. Il affirme, contre le mépris de son temps, que même dans sa condition, même sans instruction ni titre, un homme peut créer quelque chose qui mérite d'être signé. Ces lettres dressées sont une déclaration. Ceci est mon œuvre, et je ne me cacherai pas. C'est en pénétrant dans la galerie intérieure, sous la voûte fraîche où résonnent les pas, que l'on saisit l'ambition démesurée de l'ensemble. Autour du visiteur, le monde entier se resserre en un seul couloir de pierre. Les temples de l'Orient, les grottes de l'Occident, les bêtes de tous les continents, les palmiers et les cactus d'une nature rêvée. Un homme qui n'avait pour ainsi dire jamais voyagé a rassemblé là, dans quelques mètres carrés, la totalité de ce que la terre pouvait offrir à son imagination. Le palais n'est pas grand par ses dimensions, modeste au regard des monuments qu'il évoque. Il est immense par ce qu'il contient. Un monde entier, pétri par une seule paire de mains, à partir d'images que la poste apportait chaque matin. Ainsi s'accomplit le paradoxe le plus profond de l'œuvre. Ce temple qui n'existe nulle part, qui ne correspond à aucun lieu réel, est peut-être le plus véridique de tous. Car il ne représente pas un pays ni une religion, il représente une vision, celle d'un homme du 19e siècle rural devant l'immensité d'un monde qu'il ne connaîtra que de loin. Le palais dit exactement cela, l'émerveillement d'un facteur devant la terre entière, fixé dans la pierre pour que d'autres, longtemps après lui, puissent y entrer et regarder le monde avec ses yeux. Il vous domine de toute leur hauteur, 3 figures de pierre, dressées côte à côte, plus grandes que nature, le regard fixe, immobile, depuis plus d'un siècle. On lève la tête vers eux, et l'on éprouve un trouble étrange, la sensation d'être observé, jaugé, par des géants qui montent la garde. Ils encadrent une masse que Cheval a nommée la tour de Barbarie, et ils veillent, semble-t-il, sur le cœur du palais.
3 hommes de calcaire, campés à l'entrée d'un monde de pierre, comme les gardiens d'un temple dont eux seuls connaîtraient le secret. Et le visiteur, en s'approchant, se pose forcément la question de leur identité et de leur présence en ces lieux. Ces 3 colosses chevalent les élèves entre les années 1895 et 1899, alors que le palais a déjà pris l'essentiel de sa forme. Ils ne sont pas anonymes. Chacun porte un nom, et ces 3 noms, réunis, composent un assemblage aussi inattendu que tout le reste de l'édifice. Le premier est César, l'empereur romain, figure de la puissance et de la conquête. Le deuxième est Vercingétorix, le chef gaulois qui lui tint tête, incarnation de la résistance et des racines du sol même où s'élève le palais. Le troisième est Archimède, le savant de l'Antiquité grecque, esprit de la science et du génie mécanique, un conquérant, un résistant, un savant. 3 hommes que rien dans l'histoire ne réunit et qui se tiennent pourtant épaule contre épaule sur la façade d'un facteur de la Drôme. L'assemblage a de quoi dérouter, et c'est précisément là que le regard moderne risque de s'égarer. Devant un tel trio, devant ces figures énigmatiques gardant une tour au nom exotique, l'imagination est tentée de chercher un sens caché, un message chiffré, une symbolique occulte que Cheval aurait dissimulée dans la pierre. On voudrait y lire un culte secret, une doctrine ésotérique, un savoir interdit transmis par énigme. La tentation est d'autant plus forte que l'ensemble du palais, avec ses temples de toutes les religions et ses inscriptions mystérieuses, paraît invité à ce genre de déchiffrement. Un homme qui bâtit seul, la nuit, un édifice couvert de symboles, ne pouvait-il pas y avoir enfoui quelques vérités occultes? Il faut ici couper court à cette dérive, car la réalité est à la fois plus simple et plus belle. Il n'y a dans ces 3 géants aucun culte secret, aucune société initiatique, aucun message chiffré. Leur signification s'explique entièrement par les sources ouvertes dont Cheval disposait, les livres d'images, les journaux illustrés, les manuels scolaires populaires de son temps, les cartes postales encore. César, Vercingétorix et Archimède ne sont pas des figures ésotériques. Ce sont les héros les plus rebattus de l'imagerie populaire du XIXe siècle. Tout écolier de la Troisième République connaissait le nom de Vercingétorix, érigé alors en ancêtre héroïque de la nation. César régnait dans tous les récits d'histoire ancienne. Archimède incarnait, dans les almanachs et les livres de vulgarisation, le génie de la science. Cheval n'a pas puisé dans un savoir caché. Il a puisé dans la culture la plus partagée de son époque, celle qui circulait dans les campagnes par l'imprimé. Leur réunion, dès lors, ne dissimule aucune énigme. Elle traduit une vision naïve et cohérente du monde. Ces 3 hommes représentent 3 grandeurs humaines que Cheval admire et rassemble: la puissance politique, l'attachement à la terre natale et l'intelligence savante. Ce sont, en somme, les 3 formes de la grandeur telles qu'un homme du peuple pouvait les concevoir à partir de ses lectures. Placés en gardiens, ils disent l'ambition du palais tout entier, réunir en un seul lieu tout ce que l'humanité a produit de plus admirable, les temples de toutes les croyances et les héros de toutes les gloires. Le symbolisme existe, mais il est limpide, offert, revendiqué par les inscriptions elles-mêmes. Il n'y a rien à percer, rien à décrypter en secret. Cheval ne cache pas, il expose. Ce qui pourrait passer pour un mystère n'est que l'imaginaire d'un autodidacte nourri d'images populaires. Reste que la présence de ces figures produit un effet saisissant, et cet effet, lui, n'a rien d'imaginaire. Il tient à une prouesse que Cheval accomplit sans en avoir l'air. Élever des figures de 3 mètres, en surplomb, chargées de tout leur poids de pierre, exige une maîtrise que rien ne prédestinait un facteur à posséder. Les géants ne reposent pas simplement au sol. Ils s'intègrent à la structure, portés et retenus par cette ossature invisible qui court dans toute la maçonnerie. Sans ce squelette dissimulé, de telles masses en hauteur se seraient depuis longtemps détachées et effondrées. La solidité des gardiens est le prolongement direct de l'intelligence constructive que Cheval a déployée dans l'ensemble de l'édifice. Ils tiennent parce que l'homme qui les a dressés savait, d'instinct, comment faire tenir la pierre là où elle aurait dû tomber. Autour des 3 géants, tout le palais se peuple d'un bestiaire foisonnant qui accentue l'impression d'un monde vivant pétrifié. Des animaux surgissent des parois, sortis pour partie de contrées que Cheval n'a connues que par l'image: un dromadaire, un éléphant, un ours, un flamand, une panthère. Des créatures des 5 continents cohabitent avec les figures humaines,
comme si l'arche entière du vivant avait été convoquée sur ses façades. Non loin des gardiens, Cheval a même façonné des formes évoquant des momies, prolongeant l'imaginaire funéraire et exotique que les cartes et les journaux répandaient alors. Le palais devient une ménagerie autant qu'un panthéon, un lieu où les bêtes du monde entier montent la garde aux côtés des héros de l'histoire. Il faut se tenir au pied de la tour de Barbarie, la tête renversée en arrière, pour éprouver dans le corps ce que cette accumulation produit. La nuque se raidit à force de regarder vers le haut, tant les figures dominent. Les trois visages de pierre, figés dans une expression grave, semblent suivre celui qui passe. Autour, les silhouettes d'animaux affleurent de la masse, à demi engagées dans le minéral, prêtes, dirait-on, à s'en arracher. L'ombre des reliefs joue selon l'heure, creuse les traits, anime les regards. On se sent minuscule au pied de ces gardiens, environné d'un peuple immobile de pierre qui paraît retenir son souffle. Cette sensation d'être scruté par un monde figé est l'un des effets les plus puissants du palais, et Cheval la produit sciemment, en dressant ses figures là où elles pèseraient de tout leur regard sur le visiteur. L'énigme des trois gardiens, ainsi, se résout sans rien perdre de sa force. Il n'y avait pas de secret à percer, seulement l'imaginaire d'un homme qui avait fait de la culture populaire de son siècle la matière d'un rêve. César, Vercingétorix et Archimède ne gardent aucun trésor caché, aucune vérité interdite. Ils gardent quelque chose de plus émouvant, l'ambition d'un facteur qui voulait rassembler, sous le regard des plus grands, tout ce que l'humanité avait produit d'admirable. Ce que ces géants protègent en définitive, c'est le rêve lui-même, dressé dans la pierre par un homme seul, et offert sans mystère au regard de tous ceux qui viendraient. Le palais ne dissimule pas, il montre, à hauteur de colosse, ce dont un homme ordinaire fut capable. Sur l'une des parois du palais, parmi les centaines d'inscriptions gravées de la main de Cheval, quelques mots se détachent, plus lourds que tous les autres. Ils portent le nom d'Alice et le regret amer de l'avoir perdue. Ce ne sont pas les paroles d'un bâtisseur fier de son œuvre, ni la devise d'un homme qui célèbre son labeur. C'est une épitaphe. Au milieu des temples, des géants et du bestiaire foisonnant, au cœur de cette célébration de pierre, un père a inscrit sa douleur. Et cette blessure, discrète parmi tant de merveilles, éclaire d'un jour nouveau toute l'entreprise. Car derrière l'homme qui empile des cailloux depuis des années, il y a aussi un père frappé au plus profond. Alice était sa fille. Elle meurt en l'année 1894, à l'âge de 15 ans à peine. Le palais, à cette date, monte déjà depuis 15 ans dans le jardin. Il a pris forme. Il s'est couvert de ses premières façades. Il grandit chaque nuit sous la lampe. Alice a grandi en même temps que lui. Elle a vu son père partir chaque matin sur les chemins, revenir chargé de pierres, travailler dans l'obscurité à cette chose étrange que le village raillait. Et elle s'en va avant que l'œuvre ne soit achevée, emportée à l'orée de sa vie, laissant derrière elle un père et un chantier inachevé. La perte d'un enfant est de celle qui brise un homme ou le transforme. Sur beaucoup, un tel deuil aurait eu raison de l'élan. On aurait compris que Cheval, accablé, abandonna ce projet démesuré qui lui coûtait déjà tant de nuits et de force, pour se replier dans le silence de son chagrin. C'est le contraire qui se produit. Loin d'interrompre l'ouvrage, la mort d'Alice s'y inscrit et le nourrit. Le père grave l'épitaphe dans la pierre, mêlant à jamais le souvenir de sa fille à la matière même du palais. La douleur ne détourne pas Cheval de son œuvre. Elle y entre, elle s'y loge, elle devient une part de ce que l'édifice porte et raconte. Là se pose une question qui touche au ressort le plus intime de toute histoire. Qu'est-ce qui pousse un homme, après un tel coup, non seulement à continuer, mais à redoubler d'obstination? Où trouve-t-il la force de reprendre chaque nuit la brouette et la truelle, quand la vie vient de lui arracher ce qu'il avait de plus cher? Le travail acharné pourrait passer pour une fuite, une manière de s'étourdir dans l'effort pour ne pas sombrer. Mais il y a plus que cela dans la persévérance de Cheval. Le palais devient, après la mort d'Alice, un lieu de mémoire autant qu'une œuvre d'art. En bâtissant, le père continue de faire vivre quelque chose. Il transforme le chagrin en construction. Il donne au deuil une forme qui dure. Chaque pierre posée après cette perte est aussi une pierre posée contre l'oubli. Cette dimension mémorielle ne reste pas confinée aux inscriptions du palais. Elle prend corps ailleurs, dans un autre bâtiment que Cheval élève à quelques années de là. En l'année 1896, alors qu'il approche de la soixantaine et qu'il quitte le service des postes pour la retraite,
Il fait construire près de chez lui une villa. Contrairement au palais, cette maison-là est une vraie demeure, bâtie avec l'aide d'un maçon, destinée à être habitée. Et il lui donne un nom qui ne laisse aucun doute sur ce qui l'habite, lui. Il l'appelle Alicius, du nom de sa fille disparue. La villa devient un second monument au souvenir d'Alice, plus discret que l'épitaphe du palais, mais tout aussi éloquent. Partout où Cheval bâtit, désormais, le nom de sa fille l'accompagne. La pierre lui sert à retenir ce que la vie a emporté. Ce que révèle cet épisode, c'est la profondeur humaine cachée sous l'entreprise. On a longtemps regardé le palais comme la lubie d'un original, l'obsession solitaire d'un homme coupé du monde. Mais l'obsession d'un homme n'exclut pas ses attaches, au contraire, elle les porte. Cheval n'était pas un ermite indifférent, retranché dans son rêve de pierre. C'était un père, un mari, un homme traversé par les mêmes joies et les mêmes douleurs que ses voisins. La différence, c'est qu'il disposait d'un lieu où loger ce qui l'accablait. Là où d'autres pleurent et se taisent, lui pouvait graver, modeler, construire. Le palais absorbait tout, ses rêves d'ailleurs, son admiration pour le vaste monde, et jusqu'à son deuil le plus intime. Il était devenu le réceptacle d'une vie entière. Il faut mesurer, à cet endroit, le prix de l'ouvrage. 10 000 journées de travail, 93 000 heures arrachées au repos, gravées par Cheval lui-même dans la pierre comme un décompte scrupuleux. Ces chiffres, énoncés froidement, disent une somme d'efforts qui dépasse l'imagination. Mais replacés dans une vie d'homme, ils prennent un autre poids. Ces 10 000 journées ne sont pas des journées abstraites, ce sont des journées vécues, traversées de tout ce qui fait une existence. Il y eut dans ce décompte des soirs de fatigue ordinaire, mais aussi des nuits de deuil, des heures où le père travaillait la pierre avec, dans le cœur, l'absence d'une fille de 15 ans. Le palais n'a pas été bâti dans un temps neutre, il a été bâti à travers une vie, avec ses ruptures et ses chagrins, et c'est peut-être cela qui lui donne sa densité si particulière. Il faut s'arrêter devant l'épitaphe un instant, pour saisir ce que l'œil ne perçoit pas d'abord. La façade foisonne de motifs, de bêtes, de temples, et l'on pourrait passer devant ces quelques mots sans les remarquer, happé par le spectacle du reste. Puis le regard s'arrête, déchiffre, comprend. Alors le grondement joyeux de toutes ces images se tait un instant, et il ne reste que la voix d'un père. Sous les doigts, la pierre gravée est la même que partout ailleurs, rugueuse, patiente. Mais ce qu'elle porte à cet endroit précis n'est ni un temple, ni un héros, ni un animal. C'est un nom, celui d'une enfant qui n'a pas vu le palais achevé. Le contraste est bouleversant, entre l'exubérance du décor et la sobriété nue du chagrin. Ainsi se dénoue la question de ce qui tenait Cheval debout. Ce n'était pas seulement l'entêtement d'un original, ni la vanité d'un homme voulant marquer son passage. C'était aussi, et peut-être surtout, le besoin de donner une forme durable à tout ce qui, dans une vie, menace de disparaître. Le rêve d'un monde entrevu par l'image, l'ambition de créer malgré sa condition, et le souvenir d'une fille perdue trop tôt. Tout cela, Cheval l'a fixé dans la pierre pour que le temps ne l'emporte pas. Le palais n'est pas seulement un chef-d'œuvre d'imagination. C'est un monument où un homme a déposé, façade après façade, ce qu'il avait de plus précieux et de plus fragile. Et le nom d'Alice, gravé parmi les temples du monde, en demeure le cœur secret, celui qui donne un sens à toutes ces nuits de labeur. Le pauvre fou, voilà le nom qu'on lui donnait. Pas un titre, pas un surnom affectueux, mais un jugement murmuré dans son dos, colporté de ferme en ferme, celui qu'on réserve à ceux dont la raison semble avoir déraillé. Pendant des décennies, l'homme qui bâtissait le palais a porté cette étiquette comme une seconde peau. Les enfants le montraient du doigt, les adultes hochaient la tête d'un air entendu, et le verdict du village tenait en 3 mots. Le pauvre homme a perdu l'esprit. Cheval le savait. Il entendait les rires, devinait les regards, et chaque soir, malgré tout, il retournait à ses pierres. Il faut imaginer ce que représente une telle solitude, tenue non pas sur une saison, mais sur près de 40 ans. Autour de lui, personne ne comprend. Aux yeux des habitants de Haute-Rive, l'affaire est limpide. Un facteur qui remplit ses poches de cailloux sur sa tournée, qui traîne une brouette de pierre à la nuit tombée, qui empile on ne sait quoi dans son jardin au lieu de se reposer comme tout le monde, ne peut être qu'un esprit dérangé. Rien, dans le monde paysan de cette fin de 19e siècle, ne prépare à comprendre un tel comportement. On travaille la terre pour vivre, on construit une grange parce qu'elle sert,
On bâtit une maison pour l'habiter. Mais élever pendant des années une chose immense qui ne loge personne, ne rapporte rien, ne sert à rien de tangible, cela dépasse l'entendement commun. Le mépris naît de l'incompréhension. Et pourtant, quelque chose ne cadre pas avec l'image du fou. Un insensé n'aurait pas tenu 40 ans. La folie, la vraie, est rarement aussi méthodique, aussi constante, aussi patiemment ordonnée. Or, Cheval avance avec une régularité d'horloge, une discipline sans faille, un projet qui se déploie selon une cohérence interne visible à qui veut bien regarder. Il calcule ses charges, dose ses liants, planifie ses façades, tient le compte scrupuleux de ses journées et de ses heures. Il y a dans cette obstination tout le contraire du délire, une volonté lucide, tendue vers un but précis, maintenue envers et contre tous. Le décalage est là, béant. Le village voit un fou, les faits montrent un homme d'une rationalité presque effrayante, appliqué à un projet que lui seul juge nécessaire. Ce décalage a nourri, bien plus tard, une autre interprétation qu'il faut aborder avec prudence. Certains spécialistes ont émis l'hypothèse que Cheval aurait présenté des traits relevant du spectre autistique, cette manière si particulière de se concentrer sur une idée fixe, de bâtir un monde à soi, de tenir à distance le regard des autres. L'hypothèse est intéressante, mais elle demeure une conjecture formulée longtemps après sa mort, à partir de témoignages et non d'un examen. Elle ne saurait valoir diagnostic, et il serait malhonnête de la présenter comme une certitude. Ce que l'on peut dire sans risque, c'est que Cheval fonctionnait autrement que ses contemporains, avec une intensité et une persévérance qui échappaient à leur compréhension. Réduire cette singularité à une étiquette médicale posée après coup serait aussi injuste que l'ancien surnom de pauvre fou. L'homme reste, à bien des égards, irréductible aux catégories qu'on voudrait lui appliquer. Ce qui frappe, c'est que le mépris n'a jamais entamé la détermination. Là où tant d'autres auraient renoncé sous le poids du ridicule, Cheval a puisé dans le regard hostile une forme de force. Il ne bâtissait pas pour plaire, ni pour être approuvé. Il bâtissait parce qu'une nécessité intérieure le commandait. Le jugement du village glissait sur lui sans le détourner. Mieux, il inscrivait dans la pierre même de son œuvre la conscience de sa condition et le défi qu'il lançait au mépris. Ces inscriptions revendiquent sa qualité de simple paysan, d'homme du peuple, et affirment que même dans cette condition modeste, on peut accomplir quelque chose de grand. Le palais devient ainsi une réponse silencieuse et têtue aux railleries, une démonstration, gravée pour les siècles, que le pauvre fou avait raison. Et lentement, imperceptiblement, le regard commence à changer. Vers le milieu des années où l'œuvre approche de son achèvement, quelques curieux se présentent. Le bruit s'est répandu au-delà de Haute-Rive qu'un facteur construit, seul, un édifice extraordinaire. Des visiteurs viennent voir de leurs yeux cette chose dont on parle. En l'année 1907, Cheval prend à son service une domestique, Julia Micou, qui se met bientôt à guider les premiers curieux à travers le palais. Sans qu'on y prenne garde, une forme de tourisme naît là, du vivant même du bâtisseur, autour de l'œuvre encore inachevée. La femme qui montre le palais aux visiteurs en devient, de fait, la première guide. Ce qui n'était qu'une lubie moquée commence à attirer, à intriguer, à séduire. C'est aussi dans ces années que l'œuvre reçoit son nom, celui sous lequel elle traversera le siècle. Longtemps, Cheval avait parlé de son temple de la nature. Mais autour des années 1904 et 1905, sa rencontre avec un chansonnier de passage, Émile Roux-Parassac, fait surgir une formule appelée à rester. Le palais idéal. Le mot est juste, définitif. Il dit à la fois l'ambition à palais et sa nature profonde. Non pas un palais réel, fonctionnel, mais un palais idéal, sorti tout entier de l'esprit, l'incarnation d'un songe. L'œuvre a désormais un nom à la hauteur de ce qu'elle est. Le pauvre fou n'a pas construit une baraque de cailloux, il a construit un palais idéal, et le langage lui-même finit par le reconnaître. Il faut se tenir à l'écart un instant et regarder le décor où s'est jouée cette lente reconnaissance. Autour du palais, le village continue sa vie ordinaire, indifférent. Les basses maisons alignent leurs toits de tuiles, les poules picorent dans les cours, les chiens dorment à l'ombre des murs. Les jardins potagers ordonnent leur rang sous le soleil de la Drôme. Rien dans ce paysage ne proclame la grandeur. Et au milieu de cette normalité têtue,
se dresse une forêt de pierres venues d'ailleurs, un palais peuplé de temples et de géants, incongru comme un rêve échoué en pleine campagne. C'est ce contraste que les premiers visiteurs découvrent. Derrière la clôture d'un jardin de facteurs, dans un village où l'on ne s'attend à rien, l'apparition d'un monde entier taillé dans la pierre. En l'année 1912, enfin, l'œuvre est achevée. Cheval a alors 76 ans, selon certaines sources, 77. Sur le palais, il grave les deux dates qui encadrent son labeur, 1879 et 1912. 33 années résumées en deux nombres. Le rêve entrevu sur les chemins de la tournée, la mécompréhension endurée pendant des décennies, les nuits à la lampe à pétrole, tout cela aboutit là, dans cette masse achevée qui se dresse enfin telle qu'il l'avait imaginée. Le pauvre fou a tenu jusqu'au bout. Il a construit ce que personne ne croyait possible, et il l'a signé de son nom, dans la pierre, à la face d'un village qu'il avait si longtemps raillé. Reste que le combat n'est pas tout à fait gagné. Les curieux affluent, le nom s'impose, mais la reconnaissance véritable, celle des institutions, des experts, de l'histoire de l'art, demeure lointaine. L'homme qui a vaincu le mépris de ses voisins ignore encore que son œuvre devra affronter un autre tribunal, plus redoutable peut-être que les rires du village. Pour l'heure, il peut contempler son palais achevé, entouré de ses premiers admirateurs, et savourer cette victoire longtemps attendue. Ne plus être tout à fait le pauvre fou, mais l'homme qui seul a bâti l'impossible. Un homme de 78 ans se penche à nouveau sur un tas de pierres et recommence à bâtir. Il vient d'achever l'œuvre d'une vie, ce palais qui lui a coûté 33 années et 10 000 journées de labeur. Il pourrait, enfin, se reposer, contempler son ouvrage, savourer le temps qui lui reste. Au lieu de quoi, il reprend la truelle, mélange à nouveau la chaux et se lance dans un second chantier qui l'occupera 8 années de plus. À un âge où la plupart des hommes de son temps ont depuis longtemps déposé les outils, Cheval entreprend de construire une deuxième fois. Et cette obstination-là, plus encore que celle du palais, touche à quelque chose de vertigineux. Pour comprendre ce qui le pousse à recommencer, il faut revenir à un désir qui l'habite depuis longtemps. Cheval voulait reposer dans son palais. Il avait rêvé de faire de son œuvre son propre tombeau, d'être enseveli au cœur de cette forêt de pierres qu'il avait élevée de ses mains, comme si le bâtisseur et le bâti devaient à jamais ne faire qu'un. L'idée avait une cohérence bouleversante. Celui qui avait donné sa vie au palais y aurait trouvé son dernier asile, uni pour l'éternité à la matière qu'il avait pétrie. Le palais aurait été à la fois l'œuvre et le mausolée, le rêve et le sépulcre. Mais la loi ne l'entendait pas ainsi. En France, on n'enterre pas les morts où l'on veut. La sépulture hors des cimetières est interdite, encadrée par des règles strictes que nul particulier ne peut contourner à sa guise. Cheval sollicite l'autorisation de reposer dans son palais. Elle lui est refusée. Le rêve d'une union éternelle entre l'homme et son œuvre se heurte à l'ordre administratif, à la règle commune qui ne fait pas d'exception pour les visionnaires. Le voilà donc contraint de renoncer à cette dernière volonté, ou plutôt de la déplacer, de lui trouver une autre forme. Et c'est là que se révèle, une ultime fois, le tempérament de l'homme. Un autre, à sa place, aurait plié. Devant le refus, la plupart auraient accepté une tombe ordinaire au cimetière du village, une pierre semblable aux autres, et se seraient inclinés devant la règle. Cheval, lui, ne renonce pas à l'idée d'une sépulture à sa mesure. Puisqu'il ne peut reposer dans le palais, il bâtira au cimetière de Haute-Rive un tombeau qui sera lui-même une œuvre. Il achète un emplacement et, autour des années 1912 et 1914, se met en tête d'y élever un monument funéraire de sa main, ce que la loi lui interdit, dormir dans son palais. Il le contourne non pas en trichant, mais en créant un second palais, plus petit, dédié cette fois à la mort. L'entêtement n'a pas faibli, il s'est seulement déplacé vers un nouvel objet. Le chantier commence vers 1914 et s'étend jusque vers 1922, 8 années. 8 années de plus, arrachées à un corps qui a déjà tant donné, consacré à sculpter dans la pierre ce que Cheval nomme le tombeau du silence et du repos sans fin. Le titre, à lui seul, dit le changement de registre. Après l'exubérance foisonnante du palais, ses temples de tous les continents, ses géants et son bestiaire, voici une œuvre tournée vers le dépouillement. La manière, ici, se fait plus abstraite, plus sobre, comme si l'approche de la fin appelait un langage de pierre différent, débarrassé de l'accumulation joyeuse des images du monde.
Le bâtisseur qui avait voulu rassembler toute la terre sur ses façades cherche désormais pour son dernier ouvrage la forme du silence. Il faut mesurer ce que représente ce second labeur au regard d'une vie. Cheval a commencé le palais à 43 ans. Il achève son tombeau à environ 86. Entre ces deux dates s'étend une existence presque entière consacrée à bâtir, sans autre récompense, pendant longtemps, que le mépris, puis la curiosité, jamais le repos. Là où le palais avait absorbé 33 ans, le tombeau en réclame 8 de plus. Additionné, ces années dessinent le portrait d'un homme qui n'a jamais cessé de construire, qui a fait de l'édification une manière d'être au monde, une respiration aussi vitale que le souffle. Poser la pierre, encore et encore, jusqu'au bout, telle fut la constante de cette vie. Il faut se tenir dans le cimetière de Haute-Rive, à l'écart du palais, pour éprouver le contraste. Ici, pas de foule de motifs, pas de temple entremêlé ni de géants dressés. Le tombeau se tient dans une gravité recueillie, entouré du silence des sépultures ordinaires. La pierre y est plus nue, les formes plus retenues. On y sent, physiquement, le passage d'un registre à l'autre, le passage de l'homme qui célébrait la vie et le monde à l'homme qui prépare son propre repos. Le vent glisse sur les tombes, la lumière tombe sans obstacle, et l'on comprend que ce dernier ouvrage n'a pas été bâti pour éblouir les visiteurs, mais pour accueillir un mort. C'est une œuvre intime, presque secrète, où Cheval a mis en pierre non plus son rêve d'ailleurs, mais son acceptation de la fin. En l'année 1924, le 19 août, Ferdinand Cheval meurt. Il a 88 ans. Il est enseveli dans le tombeau qu'il a lui-même construit, au terme d'une vie où il aura édifié coup sur coup l'un des monuments les plus singuliers de son pays et sa propre dernière demeure. Le bâtisseur repose enfin dans une œuvre de ses mains, non pas dans le palais qu'il avait tant désiré, mais dans ce second monument que le refus de la loi l'avait contraint d'inventer. La contrainte, une fois de plus, avait accouché d'une création. Là où l'administration disait non, l'homme avait répondu par une œuvre supplémentaire. Ce tombeau, longtemps resté dans l'ombre de son illustre voisin, a fini par recevoir la reconnaissance qui lui était due. Bien après la mort de son auteur, en l'année 2011, il a été classé à son tour, distingué comme une œuvre à part entière, digne d'être protégée au même titre que le palais. Ainsi, les deux constructions de Cheval, celle de la vie et celle de la mort, celle de l'exubérance et celle du silence, sont désormais l'une et l'autre inscrites au patrimoine. L'homme qui bâtissait seul, la nuit, sous les moqueries, a laissé non pas un, mais deux monuments derrière lui. Ce que révèle cette dernière volonté, en définitive, c'est la nature même de l'homme. Cheval n'était pas seulement l'auteur d'une œuvre unique, d'un coup de génie isolé qu'il aurait accompli puis abandonné. Il était un bâtisseur dans l'âme, quelqu'un pour qui construire équivalait à vivre. Achever le palais ne pouvait le satisfaire, car ce n'était pas la gloire d'un ouvrage qu'il cherchait, mais l'acte même de bâtir. Face au refus, face à la vieillesse, face à la mort qui approchait, il n'a eu qu'une réponse, toujours la même, celle qui avait guidé toute son existence. Prendre la pierre, la chaux, la truelle et élever encore. Jusqu'à son dernier souffle, l'homme du palais idéal est resté ce qu'il avait toujours été, celui qui ne s'arrête jamais. Tout cela est absolument hideux. Voilà, en substance, ce qu'écrivaient les représentants de l'État français à propos du palais, non pas au temps des moqueries villageoises, mais en l'année 1964, soit 4 décennies après la mort de son bâtisseur. Un rapport officiel du ministère de la Culture jugeait l'œuvre indigne d'intérêt. Un inspecteur y voyait un amas d'absurdités, un entassement de niaiseries sans valeur. Le mépris n'était plus celui des paysans incrédules. C'était désormais le verdict des experts, des gens de goût, des professionnels du patrimoine. Ceux-là même qui étaient censés reconnaître la beauté condamnaient le palais avec une sévérité que les voisins de Cheval n'avaient jamais atteinte. L'affaire tient parfois du burlesque. On raconte que le premier inspecteur envoyé pour examiner l'édifice fut conduit par erreur devant un autre monument, un château du XVIIe siècle situé dans la même commune, et non devant le palais. L'anecdote, aussi cocasse soit-elle, dit assez le peu de sérieux avec lequel l'administration abordait l'œuvre du facteur. On ne savait même pas exactement de quoi il s'agissait, ni où le trouver. Le palais idéal n'était, pour les instances officielles, qu'une curiosité obscure et vaguement gênante, une excentricité provinciale dont on ne voyait pas ce qu'elle méritait. Et c'est ici que se joue le dernier retournement de toute cette histoire,
le plus décisif. Car en dépit de ces jugements accablants, le palais fut sauvé. Il le fut par la volonté d'un homme qui, contre l'avis de ses propres services, imposa la reconnaissance de l'œuvre. Cet homme, c'était André Malraux, alors ministre de la Culture, écrivain et grand connaisseur d'art. Là où ses inspecteurs ne voyaient qu'un entassement grotesque, Malraux perçut l'exception. En l'année 1969, le 23 septembre, il fit classer le palais idéal parmi les monuments historiques, passant outre les rapports défavorables de son administration. Il justifiait ce geste par une formule restée célèbre. Le palais était à ses yeux le seul exemple en architecture de ce qu'on appelle l'art naïf, une œuvre unique, sans équivalent, qu'il eût été impardonnable de laisser sombrer. Entre l'achèvement du palais en 1912 et cette reconnaissance officielle de 1969, 57 années s'étaient écoulées. Plus d'un demi-siècle pendant lequel l'œuvre était restée dans les limbes, admirée par quelques-uns, ignorée ou méprisée par les institutions. Il aura fallu tout ce temps et le regard d'un seul homme au bon poste pour que le pauvre fou devienne, aux yeux de l'État, un créateur. Le classement de 1969 n'était pas seulement une mesure de protection, c'était une réhabilitation, la reconnaissance tardive que le facteur avait eu raison contre tous ses juges. Mais Malraux n'avait pas été le premier à comprendre. Bien avant lui, dès les années 1920 et 1930, des artistes avaient vu dans le palais ce que les experts refuseraient longtemps d'y reconnaître. Les surréalistes, ces poètes et ces peintres qui cherchaient précisément à libérer l'imagination des contraintes de la raison, avaient salué en Cheval un précurseur, un homme qui avait bâti, sans le savoir, selon les lois du rêve. André Breton, le chef de file du mouvement, célébra son œuvre. Des peintres parmi les plus grands de leur siècle, Pablo Picasso, Max Ernst et d'autres, s'y intéressèrent, y virent une source, un frère en création. Ce qui passait pour de la folie aux yeux des villageois et pour de la laideur aux yeux des fonctionnaires était pour ces artistes d'avant-garde un chef-d'œuvre annonciateur de leur propre recherche. Le facteur avait devancé l'art de son temps sans le vouloir. Il faut, une dernière fois, se tenir devant le palais et le regarder pour ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, la foule s'y presse. Entre 150 000 et 180 000 visiteurs viennent chaque année, de France et du monde entier, jusqu'à ce village de la Drôme que tant de voyageurs traversaient jadis sans s'arrêter. La lumière du matin joue toujours sur les centaines de reliefs de la façade orientale. Les trois géants montent toujours leur garde. La galerie résonne toujours des pas de ceux qui la parcourent. Mais le regard porté sur ces pierres a changé du tout au tout. Là où l'on riait, on s'émerveille. Là où l'on parlait d'absurdité, on parle de génie. Le même édifice, exactement le même, est passé du statut de honte villageoise à celui de fierté nationale. En l'année 2020, lors d'un grand vote populaire désignant le monument préféré des Français, le palais idéal se classa deuxième parmi 14 prétendants. Le pauvre fou avait gagné, au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il est temps maintenant de revenir à la question qui a ouvert ce récit et qui n'a cessé de le traverser. Comment un simple facteur, seul, sans le moindre plan, a-t-il bâti un palais qui a défié 40 ans de moqueries? La réponse, au terme de ce parcours, n'a rien d'un mystère, et c'est là toute sa grandeur. Cheval n'a bénéficié d'aucun don surnaturel, d'aucun savoir caché, d'aucune force inexplicable. Il a construit son palais avec des matériaux ordinaires. La persévérance d'abord, cette capacité inhumaine à recommencer chaque nuit pendant 33 ans. L'ingéniosité ensuite, cette intelligence de la matière qui lui fit deviner, avant presque tous, comment marier le fer et la pierre. L'imagination enfin, nourrie non pas de voyages, mais des humbles cartes postales et des journaux illustrés que la poste déposait chaque matin dans sa sacoche. Un homme du peuple, à qui le monde n'était parvenu qu'en images, a rendu ces images à la pierre. Et il l'a fait avec une obstination que rien, ni le mépris, ni le deuil, ni la vieillesse, n'a pu briser. C'est en cela que le palais idéal dépasse le simple objet de curiosité. Il n'est pas seulement l'œuvre étonnante d'un original. Il est la preuve, dressée dans un jardin de la Drôme, que la création n'est le privilège d'aucune classe, d'aucun diplôme, d'aucune condition. Un facteur sans instruction, que ses voisins tenaient pour dérangé, que les experts jugeaient méprisable, a laissé l'un des monuments les plus aimés de son pays. Il l'a fait sans autorisation, sans commande, sans autre justification que la nécessité intérieure d'un rêve à accomplir.
Et ce rêve, patiemment traduit en pierre pendant un tiers de siècle, tient toujours debout. Plus d'un siècle après, offert au regard de tous ceux qui viennent, désormais, non plus pour railler, mais pour admirer. Voilà l'histoire du palais idéal du facteur cheval, celle d'un homme seul qui, un caillou après l'autre, a bâti l'impossible et finit par avoir raison contre son époque tout entière. Si ce récit vous a touché, si cette obstination magnifique vous a donné envie d'en connaître d'autres, laissez un pouce levé et abonnez-vous à la chaîne. D'autres pierres, d'autres énigmes, d'autres bâtisseurs vous attendent. Et c'est ensemble que nous continuerons à en percer les secrets.